Bonjour à tous et merci d'être venus et merci à l'association ATES pour cette conférence et puis ces conférences. Avant de commencer, alors moi je m'appelle Yann Rouesch, je suis thérapeute et géobiologue et puis je fabrique des instruments de musique vibratoire dans le but de partager la vibration et de travailler à l'accompagnement des personnes. Avant de commencer la conférence, si vous voulez, j'aimerais vous inviter à vous poser tranquillement, les deux pieds au sol, à respirer profondément, et puis vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, profiter un peu des vibrations du potable. Voilà. Alors j'aurais aimé discuter avec vous et vous partager le chemin qui m'a amené à faire ces instruments et à faire ce que je fais aujourd'hui en fait. Tout a commencé il y a 7 ans maintenant, le jour de mes 25 ans, je me suis cassé la cheville, le jour même. Je me suis retrouvé immobilisé. À l'époque, je pesais 122 kilos, je tournais un peu en rond, je savais que j'avais quelque chose à faire mais je ne savais pas quoi. Et
Mais je me suis retrouvé tout seul. Je vivais en communauté, donc j'étais toujours entouré de monde et jamais seul avec moi-même. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé tout seul. Et puis très vite, je me suis fabriqué un pendule. Puis j'ai fait un peu de radiesthésie. En fait, mon arrière-grand-père était guérisseur et sourcier. Et puis il est mort le jour où je suis né, en fait. Et ça m'a toujours. Ce qu'il faisait m'a toujours interpellé. Et cette espèce d'échange, même si je ne suis pas certain qu'il y ait eu échange, mais ce remplacement et ces activités m'ont toujours questionné, surpris. Et à ce moment-là, donc à mes 25 ans, je me suis remis je me suis fabriqué un pendule, puis je me suis entraîné, puis je fais des exercices de magnétisme, et puis de fil en aiguille d'autres exercices. Puis j'ai décidé aussi d'entamer un régime pour perdre du poids. C'était du poids que j'avais pris très rapidement. Et à ce moment-là, je suis allé voir un chirurgien qui m'a dit, écoutez, si vous n'avez jamais fait de régime de votre vie, commencez par en faire un, parce que moi ce que je voulais faire c'était mettre un anneau gastrique. Et puis je dis bah ok, donc il m'a donné le numéro d'une diététicienne, je suis allé la voir, et puis elle me dit, écoutez monsieur, si pour perdre ce poids en plus, là ça va vous prendre du temps, il faut compter 2 ans. Bon, bah, ok, si c'est le jeu, on va jouer. Puis en fait j'ai commencé ce régime, et dans cette phase-là, tout s'est mis en place, je me suis mis à perdre 10 kilos par mois. Alors le premier mois, elle me dit, ben, c'est bien, c'est le premier mois, c'est normal, mais ça a continué tous les mois. Et donc elle était très contente, au point où elle partait en retraite, elle m'a appelé à la fin pour me dire, écoutez, j'aimerais décaler notre rendez-vous pour que vous soyez mon dernier patient avant que je parte, ça me ferait plaisir de partir sur une réussite. Alors, ben, avec plaisir, si ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir aussi. Voilà, j'ai perdu ce poids très rapidement, et puis à partir de ce moment-là aussi, parallèlement au régime, les rencontres se faisaient. En fait, j'ai retrouvé une amie qui pratiquait le Reiki depuis très longtemps, qui m'a dit bah, regarde, si ça te dit, viens essayer. Alors, voilà. Et puis, jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui était vétérinaire, et puis je le vois, j'avais un chat, moi je lui emmène le chat, et il passe la main sur le chat. Vous n'êtes pas un vétérinaire, que vous faites d'autres choses. Et il avait un pentacle autour du cou. Bon. Puis on discute, et moi je fabriquais de l'argent colloïdal pour moi, et j'ai mis de l'argent colloïdal, mais bon, a priori ça ne fait pas trop effet. Et il me dit, mais tu fais de l'argent colloïdal. On entame la discussion, et puis cet homme me parle de géobiologie. Puis à ce moment-là, quand il me dit ce mot, je ne savais pas ce que c'était, puis ça résonne en moi. Alors je me dis, ben, je vais regarder ce que c'est, plus en détail. Alors je rentre chez moi, je vais tout de suite sur internet, je tape géobiologie, et je vois ce que dit internet de la géobiologie, et je me dis, c'est ça que je dois apprendre. Alors je me suis formé à la géobiologie à Malataverne, dans la Drôme, avec quelqu'un qui s'appelle Alain Crégu. Et puis cette formation, ça a été pour moi vraiment une ouverture. Ça a été une voie initiatique. Il s'est passé beaucoup de choses. La première session se faisait en une semaine consécutive, et mon état changeait de jour en jour. J'avais toujours ce petit chat à l'époque qui s'éloignait lui de jour en jour, jusqu'à la fin de la semaine où il est parti, définitivement. Ça a été une grosse semaine de transformation, et ensuite tous les week-ends, c'était étalé sur une année, et tous les week-ends qui ont suivi, l'évolution se faisait au niveau de la prise de conscience, au niveau de nos forces intérieures, de ce qu'on est, de nos barrières, voilà, tout un tas de choses. Et donc, parallèlement à ça, je me formais à une technique de soins avec cette même personne, qui étaient des soins qu'on appelle les soins main arc-en-ciel, qui sont des soins en guidance, avec lesquels on va travailler avec les éléments, également. Et cette pratique de soins en guidance m'a permis de découvrir mon côté, en tout cas canal, un petit peu, de pouvoir véhiculer quelque chose, en tout cas me laisser traverser par quelque chose, par une information. Très vite, j'avais une activité professionnelle à côté. Très vite, je me suis dit, bon, je ne pouvais plus en fait faire ce que je faisais. Je travaillais dans la réhabilitation des eaux usées. Donc j'étais les pieds dans la merde toute la journée, dans les tuyaux. Mais il y avait quelque chose qui me plaisait dans ce métier, c'est qu'on était dans des espaces confinés en permanence, dans des situations qui étaient toujours délicates. On n'a pas de place, on a un masque avec des cartouches qui fait qu'on nous sommes obligés de respirer tout doucement, de maîtriser sa respiration. Et ça m'est venu après, mais je sentais qu'il y avait quelque chose dans cette position, dans cette situation qui me ramenait à moi-même,
à une sorte de silence intérieur. Et c'est ce que je me suis fait cette réflexion plus tard, en fait, je me suis rendu compte que dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, on a des rituels qui nous mettent en difficulté, qui vont nous mettre dans des conditions un peu extrêmes, que ce soit la lutation, que ce soit les cérémonies avec des plantes. Il y a tout un tas de rituels, ou le rituel du soleil, par exemple. On est attaché avec des serres d'aigle, un poteau en plein soleil, on danse. C'est tout un tas de rituels qui vont nous mettre dans des états, ça va nous sortir de notre zone de confort et ça va nous obliger à nous centrer, à nous placer au fond de nous. Et je retrouvais ça un peu dans les égouts parce que voilà, on est dans un tuyau comme ça, quatre pattes. Voilà. Bref, très vite j'ai décidé d'arrêter et de vivre de ce qui me passionnait, de ce qui occupait tout mon temps et voilà, qui me faisait tellement de bien. Donc j'ai commencé mon activité de thérapeute et géobiologue. Et puis, au bout de 2 ans, un peu moins de 2 ans, le printemps arrivait et j'avais le besoin de partir en voyage, quoi. Je sentais qu'il fallait que je parte. C'était pas tellement en voyage, mais il fallait que je prenne mon sac à dos et que je m'en aille. Puis j'avais toujours quelque chose qui revenait, c'était tu prends ton sac, tu pars, et puis quand tu auras mis les mains sur 100 personnes ou 50, bah, tu rentres chez toi. Alors cette chose était de plus en plus présente, je me couchais avec, je me réveillais avec, c'était difficile. Au bout d'un moment, je me dis, ben non, tu peux pas partir maintenant, ça fait moins de 2 ans que tu as créé ton activité, c'est pas le moment de t'en aller. Bon, je range le dossier, on va dire, et puis quelques jours passent, puis je vais retrouver, lors de ma formation, donc je me suis formé au même endroit que Melika, et lors de ma formation, j'ai rencontré 2 amis qui sont devenus des frères, vraiment des frangins. Avec l'un d'eux, je fais les instruments aujourd'hui. Mais on a tous les 3 évolué dans la géobiologie en faisant des expériences. En fait, on a eu cette chance de pouvoir expérimenter tout un tas de choses et voir ce qui fonctionnait pour nous, ce qui ne fonctionnait pas. Voilà. Tester des choses qui nous venaient, c'était très riche. Et donc, je vais rejoindre ces 2 compères pour un week-end. Puis ils me disent, la première chose qu'ils me disent quand j'arrive, en fait, ils me disent, mais Yann, t'as pas de femme, pas d'enfant, qu'est-ce que tu fais? Prends ton sac et pars. Je leur dis, mais les gars, vous n'allez pas commencer, quoi. C'est bon, ça fait quelques jours que j'ai réglé le dossier. Sinon, il faut que tu partes. Bon, la soirée se passe, je vais me coucher, je dors pas de la nuit, je me lève le matin. Parce que cette idée, ouais, il faut partir, mais est-ce que c'est le moment? Bah ouais, il y a les peurs, l'ego qui s'en mêle, tout s'agite. Et puis... Donc le lendemain, en fait, on allait voir le cœur de l'Uruguay, qui est une grosse géode qui voyage grâce à Michel. Et puis il y en a un des 2 qui me dit, bah t'as qu'à te dire que quand tu vas le cœur, t'auras ta réponse. Ouais, je vais me dire ça. Donc on s'est présenté dans le cœur, on a vu la conférence. Puis à la fin en méditation, j'étais assis tranquillement, puis j'entends une voix qui me dit, tu sais, tu vas rien perdre, tu peux partir. Quand tu reviendras, tout sera là, et puis tu auras d'autres richesses. Alors, vu que c'était ma décision, je me suis dit, ok, je vais partir. Mais à ce moment-là, je n'avais pas d'argent de côté, j'avais rien pour partir, les conditions n'étaient pas là. C'était voilà, au printemps. Et j'avais des stages organisés dans l'été. D'un coup, tous les stages se sont remplis. J'ai rajouté une date, mais mon agenda dans le soin se remplissait de jour en jour. Voilà, j'ai fait Nuit en refuge, je me suis dit, ben, j'aimerais bien faire une expérience en refuge de montagne quelques jours, quelques semaines. C'était fin mai, ça, donc j'ai envoyé une lettre, j'ai passé un coup de fil dans un refuge de montagne. Je me dis, bah, c'est un peu tard, la saison commençait 2 jours après, mais je garde ton numéro au cas où, puis j'en parlerai dans les refuges autour. Résultat, mi-juillet, la personne m'a rappelé en me disant, bah, il y a quelqu'un qui est parti, tu peux venir en septembre. Je me suis fait mon petit séjour au refuge, à travailler, puis à vivre cette expérience qui était très chouette. Et en fait, voilà, je me suis dit, mais où tu pars et comment tu pars? Parce que, est-ce que je pars en sac à dos puis je vais marcher? Est-ce que je vais loin? Est-ce que l'Amérique du Sud m'avait toujours interpellé? C'est un lieu que je voulais visiter. Et puis, je me suis dit, il faut une raison. Qu'est-ce qui t'anime dans tout ça? Pourquoi tu veux partir? Et le pourquoi je voulais partir, c'était que je voulais comprendre pourquoi, nous tous, en tant qu'êtres humains, peu importe où nous sommes dans le monde, on agit de la même manière. On va travailler avec les mains, on va travailler avec les plantes, on va travailler avec l'énergie, avec les esprits, on les appelle comme on veut. On va travailler avec le son également. Mais il y a quelque chose dans notre être profond qui fait que
on travaille de cette manière. En tout cas, ces outils sont des vecteurs. Et puis derrière tout ça, ces outils sont des vecteurs de quoi? Qu'est-ce qu'on véhicule à travers nos mains, à travers notre voix, à travers les plantes? Alors j'ai décidé de monter un petit projet qui s'appelait Essence de guérison, d'où le nom de la conférence aujourd'hui, parce que ça a été le point de départ. Essence de guérison, l'idée était de voyager dans différentes cultures pour apprendre des parties des médecines traditionnelles, recueillir la vision aussi des guérisseurs, des chamans. Voilà, selon la culture, ils ont des noms différents. Et voilà, quelle était eux leur vision de la vie. Et puis, moi, mon souhait, c'était de pouvoir faire une synthèse de tout ça à plus long terme, pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces vecteurs. Alors j'avais tracé une route, je voulais aller au Pérou, et puis principalement dans le bassin amazonien, donc j'avais pris une carte, et puis je m'étais dit, j'atterris à Lima, je vais à Tarapoto, qui est une ville au nord du Pérou, au port de l'Amazonie, puis après je continuerai le long de l'Amazone, et mon projet de base c'était de descendre à Abadania, au Brésil, pour rencontrer Joao de Deus ou voir les médiums guérisseurs, et passer un peu de temps avec eux, que ce soit Joao ou d'autres. Mais j'avais rien de... Je connaissais personne, j'avais aucun contact là-bas, j'avais passé aucun coup de fil. La seule chose que j'avais réservée, c'était un petit hôtel pour le jour où j'arrivais, parce qu'il y avait 36 heures de vol, donc je voulais pouvoir dormir sereinement. Et en fait, tout s'est mis en place. Je suis parti donc, au mois d'octobre. Et je suis arrivé un mercredi à Lima, un mercredi soir, je suis allé me coucher tout de suite. Je me suis levé le lendemain matin, puis à table, il y avait un jeune qui était là, qui déjeunait, puis je m'adressais à lui en espagnol, je me dis non mais tu peux me parler en français, je suis français. Ça marche. Moi ce que je voulais à ce moment-là, c'était trouver un endroit où me poser et m'acclimater, améliorer mon espagnol aussi parce que j'avais appris à l'école mais je ne le parlais pas couramment. Donc voilà, je voulais trouver un coin où je pouvais me poser un mois et demi, aider dans des endroits, mais voilà, une sorte d'échange ou quelque chose comme ça. Et puis ce jeune me dit, écoute, on discute, il me dit, moi je vais faire du volontariat dans une boulangerie associative à Tarapoto. Je dis, c'est intéressant ça. Et il me dit, peut-être qu'ils cherchent des volontaires. Je pars demain, je leur pose la question, puis je te dis ce qu'il en est. Je dis, ok. Donc ce qui se passe, c'est que le lendemain, il part, il m'envoie un message, il me dit, Yann, tu peux venir quand tu veux, il y a des volontaires, il y a de quoi être logé, et puis voilà. Donc j'ai pris un bus pour monter là-haut. Je me suis retrouvé dans cette boulangerie, c'était une boulangerie associative qui était toute neuve, qui venait d'être créée, donc il y avait tout à faire. Puis on était 2 volontaires et un jeune boulanger qui était français, qui a été remplacé par un jeune boulanger péruvien. Donc on bossait du matin au soir, on faisait tout. On vendait le pain sur les marchés, on décorait, on achetait des meubles, il y avait tout à faire, quoi, les menus, voilà. Mais ça m'a permis de me poser ici, puis de rencontrer des gens. Ce jeune boulanger français était là depuis 8 mois. Et il avait rencontré du monde dans cette ville, et donc il m'emmène, et puis on va rencontrer ses amis. Donc je rencontre une franco-péruvienne avec qui je m'entends super bien, on discute, elle me donne des cours d'espagnol, etc. Puis elle me dit, j'aimerais bien te présenter un ami, il est assistant d'un guérisseur, je pense que vous allez bien vous entendre. Donc il me présente cet ami. Et en effet, on s'entend bien. Et puis un jour, moi je lui explique pourquoi j'étais là, quel était le sens de mon voyage. Et puis il me dit, mais Yann, on a un groupe de filles russes qui viennent faire un séminaire de 10 jours. Elles sont végétariennes, toi tu es végétarien, tu aimes cuisiner, tu veux apprendre la médecine. Ça te dirait de venir avec moi pour m'aider. Lui, il ne pouvait pas, à ce moment-là, il avait un problème aux intestins, il ne pouvait pas utiliser la médecine pour travailler. Donc il accompagnait, mais il ne pouvait pas intervenir. Donc il me dit, si tu veux m'aider à cuisiner, et ce sera l'occasion de rencontrer Miguel, qui était le nom du guérisseur avec qui il travaillait. Donc je dis, vas-y, on y va. Donc moi j'avais besoin de repos aussi, parce que ça faisait 1 mois et demi que j'étais là, et on bossait du matin au soir, et il fallait que je me pose aussi. Et puis c'était l'objet de mon voyage. Donc on part, il y avait 3 heures de marche dans la montagne pour arriver au centre, dans le lieu. Puis sur ce trajet, il y a une plante qui me saute au visage, elle ne me saute pas physiquement au visage, mais je la croise en marchant et son image s'imprime dans ma tête et elle clignotait tout le temps, elle était là. Et je marchais, donc tout le long de la marche, cette plante se manifestait. Donc j'arrive en haut, on discute, et puis je vais demander, d'un moment, je vais demander à Miguel, écoute Miguel, c'est quoi cette plante?
quel est son facteur, à quoi elle sert. Puis il me dit, ah ouais, cette plante, je vois bien ce que c'est, mais voilà, c'est une plante magique. Il reste très vague, il ne veut rien me dire d'autre. Il y avait son papa qui était là, qui est guérisseur également, donc forcément je vais voir son papa, puis je lui pose la question, et puis il me dit la même chose. Ah, c'est une plante magique. Et je vois que les deux ne veulent pas s'étaler sur le sujet. Donc bon, la semaine continue, moi je discute avec Miguel, et puis il me dit, écoute Yann, je pourrais tout apprendre, mais si tu veux comprendre ce dont je vais te parler, il faut que tu boives la médecine. Alors quelque chose que je ne vous ai pas dit, qui est important, c'est que dans le bassin amazonien, ce qu'on appelle la médecine, ou le vecteur en tout cas de toutes les pratiques médicinales, ça va être l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est une liane qui est utilisée depuis des millénaires par les tribus d'Amazonie. C'est une plante qui va donner des visions. Mais c'est aussi et surtout une plante qui va permettre de créer le lien, qui va nous ouvrir et qui va créer le lien avec d'autres plantes, avec le monde des esprits, avec tout un tas de choses. C'est la plante du lien, et peu importe le guérisseur en Amazonie, qu'il soit ayahuasquero, donc qui travaille avec l'ayahuasca en tant qu'outil, ou qu'il soit palero, qui travaille avec des troncs d'arbres. Il y a des guérisseurs qui travaillent qu'avec des gros arbres, avec des décoctions, des choses comme ça. Ou Wessero, qui va travailler comme un rebouteux sur les os, sur le squelette. Tous apprennent par l'ayahuasca. C'est en diétant des plantes, et par l'intermédiaire de cette plante, qui reçoivent l'enseignement. Alors lui, il me dit ça, il me dit, voilà, si tu veux comprendre ce dont je vais te parler, et les images que je vais utiliser, il faut que tu prennes cette plante. Moi, la dernière chose que je voulais en partant en Amazonie, c'était prendre cette plante. J'avais eu des expériences ado avec des plantes qui se sont très mal passées, et c'était vraiment hors de question que je me remette en danger une nouvelle fois. Il me dit, écoute, libre à toi, moi je te partage tout ce que tu veux, et puis si un jour tu le sens, tu viens à une cérémonie, on fait une cérémonie tous les deux. Donc quelques semaines passent, je redescends du centre, cette plante était toujours dans ma tête à clignoter, mais vraiment comme un gyrophare. Elle était là, l'image faisait ça. Je trouvais pas, je suis allé voir d'autres guérisseurs, leur poser la question, je ne trouvais pas d'informations, donc je continuais mon chemin. Puis un matin, je me lève et puis je me dis, c'est bon, je veux faire une cérémonie. Après tout, vu comme ça se passait depuis le début, tout était orchestré en fait. Je pouvais, à partir du moment où j'ai posé le sol sur le sol péruvien, j'ai été pris en charge systématiquement et on m'a emmené voir les bonnes personnes. Si c'est mon chemin de faire cette expérience, tout va bien se passer. Et donc, il organisait une cérémonie, je vais le voir un soir. C'était en retrait de la ville, c'était pas dans le centre, très loin. Et j'étais le seul Européen, il y avait que des Péruviens qui étaient là. C'était dans une maloca, donc les malocas ce sont des lieux cérémoniels, c'est une sorte de maison circulaire. Donc il me dit, Yann, mets-toi là, et puis il installe les autres personnes. Et donc toutes les personnes étaient installées comme ça, puis moi j'étais à part. Pourquoi je suis mis de côté, quoi. Je suis pas dans le même prolongement. Bon, c'est pas grave. Et puis il appelle les premières personnes qui étaient à sa droite, et puis les personnes viennent, il leur donne un verre d'ayahuasca, les gens le boivent, une personne, deux personnes, trois personnes. Et puis on passe tous, moi j'étais en dernier, donc je vais boire le verre, je me remets à ma place. Puis je venais à peine de boire le verre, donc j'étais comme ça. Vraiment, je ne savais pas ce qui allait m'arriver. J'avais très peur. Puis en même temps, j'étais centré, j'appelais mes guides, quoi. Accompagnez-moi, et je veux que ça se passe bien et je vous demande votre aide. Et en fait, je venais à peine de boire mon verre que la première personne qui avait bu commence à crier, à hurler. Et là, je me dis, mais non. Et la deuxième aussi. Et plus vous savez, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe quand on voit ça? Je me sens. Et puis en fait, d'un coup, j'ai senti une vibration hyper profonde, hyper intense, qui venait de l'intérieur du centre de mes os. Puis c'était une sorte de vrombissement qui grandissait, et ce vrombissement grandissait dans tout mon corps, donc j'étais allongé, et d'un coup, il a dépassé tout mon corps, et puis je me suis retrouvé projeté dans l'univers. Puis je marchais en fait dans l'univers comme si je marchais sur un fil, comme un funambule, avec à ma droite quelque chose de dense sous le niveau du fil, en fait une sorte de densité comme de la boue, un peu
des flux énergétiques très denses, marron. Puis à ma gauche, en haut comme en bas, il y avait plein de couleurs. Il y avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ça vibrait, c'était joyeux. Et puis il y avait trois présences qui étaient là, puis qui me tendaient la main, qui me disaient voilà, viens. Ils étaient sur la gauche du fil. Alors moi je regarde à droite. J'arrive à droite, bon, ça me tentait moyen. Et donc il y a une de ces trois présences qui m'a pris par la main, et puis on est parti. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais voilà, ce que je vais vous dire peut vous paraître bizarre parce que c'est lors des visions qui ont été vues, vécues. Donc voilà, mais je vais vous l'expliquer comme ça s'est passé. Cette présence m'a pris par la main, puis on est parti, très loin dans le ciel. Puis on a traversé des couches. On a traversé des couches, dans chacune de ces couches, il y avait de la vie, il y avait des informations. Mais là, on faisait que les croiser. Mais c'était vraiment comme si je passais des strates, accroché à sa main, comme ça. Et je voyais toutes ces informations, mais je n'avais pas le temps de les saisir parce que, voilà, on était là pour traverser. Puis on passe un certain nombre de strates, et puis là, on arrive dans une autre couche, en tout cas, ce qui pour moi était la dernière couche, parce qu'on n'est pas l'au-delà. Et c'était un monde que de lumière. Il n'y avait que de la lumière, une lumière intense qui était là. De partout, c'était que ça, que de la lumière et une voix masculine. Pourquoi, j'en sais rien, qui me parlait. Et puis qui a commencé à me dire que tout ce qu'on décidait de vivre, tout ce qu'on décidait d'incarner, nos traits de caractère, ce qu'on considérait comme ce que nous sommes, c'était que des concepts en fait, qu'on décidait de vivre à un moment donné, mais qu'à tout moment on pouvait revenir dans ce monde-là, dans ce plan, pour en changer. On pouvait les abandonner, ces concepts, puis décider de souscrire à un autre concept, ou tout simplement de l'abandonner, de le laisser tomber. Voilà, donc cette voix m'explique ça, et puis il y avait une communication qui se faisait, moi je lui posais des questions en retour, et je dis mais d'accord, tout ça ce sont des concepts, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'on est au fond de nous, l'être humain, par quoi il est animé? Il dit ben, votre vrai caractère c'est ça. Et là il y a une sorte de boule de lumière qui se concentre, qui se densifie, et puis, alors il n'avait pas de main, mais il fait cette boule de lumière, et puis il me l'envoie comme ça, il me fait bah tiens c'est ça. Et il me l'envoie, et là je la prends dans le cœur, et en fait là j'étais déjà en expansion, mais mon corps tout a explosé. C'est que je me suis retrouvé dans tout. J'avais plus aucune appartenance à mon corps, j'avais plus aucune appartenance à ce que je suis en tout cas, j'étais, et tout était moi, et j'étais dans tout ce qu'il y avait autour de moi, j'étais les vibrations de l'air, mon voisin, j'étais tout et tout était moi. Alors il me dit voilà, la seule chose que vous êtes vraiment, c'est l'amour et la joie. Et puis ça, c'est votre essence profonde. Après, voilà, vous avez des couches que vous avez mises ici. Puis cette voix continue à me transmettre des choses, à me montrer des... Voilà, je me retrouve à un moment avec... chaque partie de mon corps est un continent en fait. Donc je vois une image où voilà, je regarde mon bras, je me dis ah mais c'est l'Asie. Puis je tourne la tête et là, un autre continent. Et en fait tout ça m'amène à comprendre que la Terre, nous, on est tous faits de la même chose, on est la même vibration, la même substance. Les choses continuent, et puis la présence qui m'avait emmené dans ce monde-là ben, me reprend par la main, puis elle me fait descendre d'un autre côté, puis elle m'amène dans une sorte de bulle, comme une grosse bulle de savon qui flottait dans un monde. Puis dans cette bulle, il y avait plein de petits sacs. Ces petits sacs, ça m'a fait très rire en fait quand j'ai vu cette image, parce que dans mon sac à dos, tout était dans des sacs congèles, pour pas trop prendre l'humidité. Et là, ces petits sacs, c'était des sacs congèles qui étaient posés partout. Il y avait des étagères. C'était une bulle avec des étagères, des sacs au sol. Et dans ces sacs, il y avait des fumerolles, en fait, des fumées plus ou moins denses, certaines très lumineuses, puis d'autres plus grises, plus marron. Voilà. Puis cette voix, cette présence qui m'accompagnait me dit « Écoute, tout ça, ça t'appartient. Ça, c'est à toi. Tous ces sacs, ce sont des choses qui sont à toi. Ton but dans la vie, c'est de rouvrir ces sacs. De rouvrir ces sacs, d'aller te nourrir des sacs les plus lumineux, mais aussi des sacs les plus sombres pour les transmuter, pour les digérer. Mais tout ça, ce sont des forces que tu as et il faut que tu les récupères. Elle me dit, t'es pas obligé, t'es pas là maintenant pour faire ça, mais sache que c'est ce qu'il faut que tu fasses. En tout cas,
qu'il faut que tu fasses. Voilà, le sens de la vie est là. Puis très bien. Sur le coup, j'avais pas du tout envie d'ouvrir les sacs. Hein. Surtout les moins beaux, bon, sont bien ici après tout. Donc cette présence me ramène et là je retourne dans mon corps, je reprends le mouvement de mon corps. Alors je sais pas combien de temps ça a duré. La cérémonie a duré, elle a commencé à 22 h, puis elle a fini à 6 h du matin. Mais tout ce voyage là, je sais pas combien de temps il a duré, je serais incapable de vous le dire. Je suis revenu, j'ai retrouvé mon corps. Autour de moi c'était la guerre, vraiment. Et moi, je ne me sentais pas impacté par ce qui se passait à côté. Et ça, c'était très surprenant. Et je voyais Miguel, le guérisseur, qui faisait des allers-retours, qui se posait à côté de moi. Il me disait, ça va Yann? Oh, super. Okay. Et il respirait. Puis bon, allez. Et il repartait. Et il rentrait dans... L'autre côté, c'était un champ de bataille, quoi. C'était très drôle. Puis j'ai compris, en fait, à la fin de la cérémonie, pourquoi j'avais été mis de côté. Parce que je lui ai posé la question, en fait, quand tout le monde est parti. Je lui ai dit, mais pourquoi j'étais là-bas et pourquoi j'ai vécu quelque chose qui est certainement une des plus belles choses que j'ai pu vivre dans ma vie. Et eux ont vécu leur pire cauchemar, quoi. Il me dit, mais toi, tu es là pour apprendre, ils étaient là pour guérir. Alors, vous n'avez pas eu la même énergie, et il y avait une séparation entre nous pour pas qu'il y ait d'interférence. Et là, j'ai compris pourquoi j'avais été mis un peu de côté, en fait, pour cette séparation. Les journées ont suivi, il s'est passé quelque chose de très surprenant, en fait, le surlendemain, c'est que Tarapoto, c'est une ville de à peu près 180 000 habitants. 2 personnes sont venues me voir pour que je travaille sur leur lieu de vie. Ces 2 personnes ne se connaissaient pas, mais les deux, donc c'était 2 lieux de travail. Il y avait un karaoké, et puis au-dessus, il y avait une étude de, je sais pas si on dit une étude d'avocat. Voilà. Et donc cet avocat était le président de l'association pour laquelle j'étais bénévole. Et puis la personne du karaoké, je l'avais rencontrée comme ça par hasard. Mais je me suis rendu compte, en fait, le lendemain de la cérémonie, que les adresses qu'il m'avait données, ben, c'était le même endroit. Et donc je suis allé voir avant d'y aller le surlendemain. C'était le même endroit, mais c'était le même bâtiment. Puis dans ce bâtiment, il n'y avait que le rez-de-chaussée, le karaoké, et au-dessus, l'étude d'avocat. Alors je me dis, bon, c'est quand même bizarre. Et puis depuis la cérémonie, il y avait une voix cette voix que j'avais entendue, quand on m'avait emmené dans ce dernier monde, elle continue à me parler, à me dire des choses. Alors le jour de l'harmonisation arrive, j'y vais, puis je commence à étudier le lieu, à discuter avec la personne, et puis là, on me dit, bah fais ci, fais ça. Je me dis, bon, on va voir, je vais suivre ce qu'on me dit, et puis on verra bien ce qui se passe. Puis il s'est passé que le lieu est tout de suite monté en énergie, a été nettoyé. Ça a été très fou en quelques temps, donc sur le coup, je me suis dit, quand même bizarre, j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis plusieurs jours après, j'ai demandé à des amis de vérifier quand même, parce que c'était surprenant. Donc cette connexion, elle a duré quelques jours, puis après ça s'est estompé, mais j'étais rassasié. Je pouvais plus absorber autre chose, que j'étais plein, et j'avais vraiment cette sensation de satiété, il fallait que je digère tout ça. Et puis, n'ayant plus d'informations sur la plante qui était toujours restée là et qui m'interrogeait, j'ai décidé de continuer mon chemin, donc je suis parti plus au nord en Amazonie. Arrivé plus au nord, je suis allé voir l'université de biologie. Je me suis dit peut-être qu'eux auraient des informations sur cette plante, en tout cas des informations scientifiques. Et puis je suis allé à la bibliothèque de l'université, on m'a emmené voir En fait, j'ai demandé à la bibliothécaire, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans l'université qui connaît les plantes et cette plante? J'avais pris une photo de la plante, et puis j'avais pris une feuille de la plante également. Je dis, ben, bouge pas, je passe un coup de fil. Elle passe un coup de fil, et elle me dit, bah viens, je t'emmène, c'est de l'autre côté de la route. Elle m'emmène voir un professeur d'ethnomédecine et d'ethnobotanique. Je me pointe dans son bureau, et on se connaissait de nulle part. Il me dit, bah assieds-toi, il regarde, il me dit, bah je pense que c'est un phytonia, mais bref, je garde ta feuille, et puis je te rappelle dans 2 jours. Donc 2 jours après, j'y retourne, il me dit, c'est bien un phytonia, je ne pourrais pas te donner les propriétés médicinales de cette plante, mais je peux te donner son nom latin, tout ça. Il me dit, par contre, je peux t'emmener rencontrer des guérisseurs. Donc il me charge sur sa moto, puis il me dépose dans une maison. Et je monte dans cette maison, il y avait une femme qui était là, et un homme sur le balcon, et puis elle me dit, va sur le balcon et j'arrive dans 5 minutes. Elle a un petit restaurant à côté. Donc. Je m'assieds, il y avait un Français qui était là, en fait c'était son époux. Et je vois sur la terrasse cette plante.
elle poussait en pot. Et je lui dis, mais on discute, je lui dis, mais tu connais cette plante? Il me dit, pas du tout, c'est mon épouse qui est guérisseuse, moi je comprends rien à ça, ça ne m'intéresse pas. Je dis, ok. Son épouse arrive, on discute, et je lui dis, écoute, je suis là parce que cette plante là que tu as dans ton pot, elle m'interpelle, elle est en moi depuis que je l'ai vue, et je ne sais pas pourquoi. Et elle me dit, t'es guérisseur? Je dis, je travaille dans le soin. Elle me dit, c'est normal. Ok, mais sinon tu as d'autres informations. Non, mais c'est normal qu'elle t'appelle. Ok, vous avez vraiment tous décidé de rester muet. Donc elle me dit, mais je peux t'emmener rencontrer la personne qui m'a enseigné, donc elle m'emmène. Lui, même registre, il me dit, oh, c'est une plante qu'enseigne la science hermétique. Okay. C'est cool. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Voilà, personne ne voulait m'en dire plus. Et j'ai continué mes recherches et à chaque fois on changeait de sujet. C'était où on me disait ça, ou on me disait il y a quelque chose qui passe là, quoi. C'était vraiment regarde l'éléphant qui passe derrière. Et ça m'agaçait un petit peu. Et donc j'ai passé plusieurs mois dans cette ville et dans ce secteur, Iquitos, à rencontrer des guérisseurs, à faire des expériences, tout ça. Et puis un matin je me suis levé, je me suis dit c'est bon, je pars au Brésil. On verra, cette plante elle est présente aussi dans tout le bassin amazonien, je la retrouverai plus loin, peut-être que les Brésiliens sauront m'indiquer des choses. Puis je vais pour faire 3 courses pour prendre le bateau, il y avait une semaine de bateau. Et je vois un petit bonhomme qui rentre dans l'hôtel où je dormais, c'était pas vraiment un hôtel, mais dans le lieu où je dormais. Et il rentre avec des sacs de plantes, et en fait il était là depuis le mercredi, on était samedi matin. Et je sors de la pièce, quoi, de l'immeuble, je fais une tour, je dis non, il faut que j'aille le voir. Je vais le voir, je dis excuse-moi, mais tu fais quoi? Ça fait 4 jours que je te vois faire des allers-retours, tu reviens, il y a des gros sacs remplis de plantes. Je dis, je suis ethnobiologiste et photographe, et du coup, je m'intéresse vraiment aux plantes dans leur contexte culturel. Et donc on discute forcément, et je lui dis, mais tu connais cette plante? Je lui montre la photo, il me dit, ça me dit quelque chose, mais on va regarder. Donc il ouvre des bases de données qu'il avait, on fouille. Moi j'avais fait mes recherches sur internet comme je pouvais, puis collecter des informations à droite à gauche, et on revoit des choses que j'avais rencontrées. Et surtout, il me dit, mais il y a une communauté au nord de l'Équateur. On voit que dans le sud du Pérou, elle est utilisée comme... En fait, l'ayahuasca, c'est un mélange de 2 plantes. Et cette plante est utilisée dans la préparation de l'ayahuasca en remplacement d'une autre, en fait. Mais ça, c'est dans le sud du Pérou. Et puis, on voit des communautés en Équateur. Lui était équatorien, en fait, dans le nord de l'Équateur. Et il me dit, mais eux utilisent cette plante. Et il me dit, je te fais un plan, tu vois, moi je les connais, je travaille avec eux. Voilà. Donc il me fait un plan sur un bout de papier, mais voilà, c'était au rond-point de la nationale. C'est pas les routes ne s'appellent pas comme ça, mais tu prends en direction là, tu roules X kilomètres, il y aura un pont, et là tu prends le chemin de terre, tu marches 3 heures. Donc c'était un plan, le petit plan léger, quoi, pour aller à 6000 km ou 5000 km. Donc il me donne ça, il me dit voilà. Et donc je dis merci, on a passé la journée à discuter, quoi, les 3 quarts de la journée. Et puis je pars, il me dit du coup tu vas prendre ton bateau. Je dis non, du coup je vais en Équateur parce que je vais aller au Brésil parce que c'était ma route de base, mais j'ai rien à y faire, donc là j'ai un plan. Donc je pars en Équateur. Et arrivé en Équateur, c'est pareil, il m'avait donné il fallait que j'aille dans une zone qui s'appelait Lago Agrio, il m'avait donné l'adresse d'un petit hôtel dans lequel je pouvais dormir en arrivant. Et donc j'arrive dans la capitale, je vais dormir là-bas, puis je me lève le lendemain matin, il y avait un tout petit couloir qui menait à la route, et il y avait une fille qui était de dos, qui marchait avec son sac à dos, qui allait ouvrir la porte. Puis on arrive tous les deux, elle allait ouvrir la porte, et moi je rentre dans le couloir qui était vraiment large comme 2 carreaux. Puis elle se retourne, elle me regarde, elle se retourne pour ouvrir, puis elle se retourne, puis on se regarde, puis au bout d'un moment, en fait, elle fait demi-tour, elle est morte, elle dit bon, faut que j'y aille. Là, j'ai un bus qui m'attend, mais je sais pas, faut qu'on parle. Je dis ouais, peut-être, quoi. Je dis qui t'es, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit moi, je suis espagnol, je suis ethnologue, puis je travaille dans telle ville, à Lago Agrio. C'était là où je devais me rendre, en fait. Je dis ça tombe bien, parce que c'est là que je vais, et je lui explique pourquoi je suis là. Elle me dit tiens, prends mon numéro, quand t'arrives, tu m'appelles. Ça marche. Alors je passe 2-3 jours, puis je prends le bus, je l'appelle, elle me récupère dans l'hôtel où j'étais, puis c'était la fête, le soir il y avait la fête de toute la province, puis elle me dit viens, je vais te présenter tous mes copains du coin. Donc c'est une zone qui est frontalière avec la Colombie,
Et il y a énormément d'ONG qui viennent en aide aux réfugiés colombiens, mais aussi énormément d'ONG qui sont là pour aider les communautés à se développer. C'est hyper actif au niveau associatif, donc il y avait des Italiens, des Espagnols, des Équatoriens, des Colombiens. Et elle m'emmène voir tous ses potes, et puis je sympathise. Là, il y a un Italien qui me dit « Tu dors où ?» Je dis bah, « Dans un hôtel ». Il me dit bah, « On a une chambre à la maison, tu viens ?» Je dis « Je vais rester peut-être 2 mois ». Il me dit bah, « On s'en fout, on a une chambre, tu viens ». Donc j'y vais le lendemain, tout se passe bien. Et donc pendant ces 2 mois, on a sillonné, on partait du dimanche au jeudi, partout, rencontrer les communautés, passer du temps. Elle, mon amie ethnologue, pour son travail, parce qu'en plus c'est des communautés avec lesquelles elle travaillait aussi, elle était orientée sur l'éducation et quel type d'école on peut apporter aux autochtones. Et donc voilà, on y allait tous les deux, tous les trois avec mon pote italien, qui lui l'aventure, donc on se marrait bien. Puis on rencontrait les guérisseurs, et les guérisseurs toujours me servaient tout le temps le même discours en fait. C'est une plante magique, mais personne n'en disait plus. Donc un jour ça m'a vraiment gonflé, puis je me suis dit bah, cette plante a été mise sur ma route, je vais la diéter tout seul. Alors je vais vous expliquer ce que c'est que la diète. En fait en Amazonie on apprend en diétant des plantes, c'est-à-dire en ingérant des plantes, à travers un processus particulier. On va être isolé en nature, on va ingérer des plantes accompagnées d'une alimentation et d'une hygiène de vie très particulière. Donc on est isolé, on peut manger en gros pour faire simple du riz et des bananes en quantité moyenne, 0 épices, rien d'autre, de l'eau, et puis cette plante tous les matins ou matin et soir selon la plante. Les plantes elles se prennent, ça peut être des extractions, ça peut être des macérations, ça peut être, tout dépend de la plante. Mais le gros de la diète c'est t'es isolé X temps, sachant que le temps d'isolement c'est 1/3 du temps total de la diète. C'est-à-dire que si on est isolé pendant 1 mois, notre diète va durer 3 mois. Après on peut retourner dans le monde mais on garde la même hygiène de vie. C'est très important. Donc je me dis bon, je vais diéter ma plante tout seul et puis elle vienne que pourra. Bon, peut-être que je vais mourir mais c'est pas grave, à la limite quoi, ouais, on verra. Et j'envoie quand même un petit message à la personne qui assistait Miguel, le guérisseur, le premier guérisseur que j'ai rencontré, avec qui j'avais bien sympathisé. On avait très peu parlé, mais on avait un lien un peu particulier. Et un soir, c'était à 1h du matin, je lui envoie un message, je lui dis « Écoute Mao, j'ai décidé de diéter ma plante tout seul, est-ce que tu as un conseil à me donner ?» Lui, il me dit ben, « Le seul conseil que je peux te donner, c'est pas le faire tout seul. » Je dis « Ouais. » C'est bon, je le fais quoi. Donc il me dit écoute, reviens au Pérou et je te fais faire ta diète. Donc je dis ok, je suis là dans 3 semaines, le temps de redescendre en fait en bus. Je suis retourné au Pérou, j'ai diété cette plante. Et là en fait ça a été très intéressant. Alors ce qui s'était passé aussi pendant mon temps en Équateur, c'est qu'un matin je me suis réveillé et cette sensation de satiété avait disparu. J'avais digéré ce que j'avais pu vivre lors de la première cérémonie. Et c'est vraiment, je me suis levé, je me suis dit ben, je pourrais refaire une cérémonie là. Et donc j'ai commencé ma diète. Et donc les diètes de plantes se font, donc cette plante je la buvais en extraction, mais elles sont toujours accompagnées par la prise d'ayahuasca. Au moins une à l'ouverture de la diète pour ouvrir les portes, une en cours de diète pour un peu régulariser, restructurer ce qui a été déplacé, et une en fin de diète pour refermer. C'est un peu une maison sur laquelle on va enlever le toit. On va tout remuer à l'intérieur, puis à la fin, pour la reprotéger, une fois que tout sera reposé, on va remettre le toit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je fais la première cérémonie, et puis les plantes, ouais, l'ayahuasca va ouvrir tes perceptions, et donc autant tu as l'esprit des plantes qui viennent te parler, de la plante que tu diètes, mais parfois d'autres plantes, puis d'autres énergies, d'autres esprits. Et en fait, on m'a appris tout un tas de choses pendant ces cérémonies. Les esprits m'ont appris à chanter les sons, les syllabes. Et on me montrait en même temps ce qui se passait quand tu chantais telle ou telle syllabe. On m'a montré ce qui se passait quand tu posais la main sur un corps humain. Comment circulait l'énergie. Puis on me disait finalement, je voyais des images d'une main posée sur une épaule, et puis un rayon de lumière qui circulait dans le corps, puis qui allait dans le pied en fait. Voilà. Mais ça circule et voilà, après on peut se rapprocher de ça. Mais on m'a montré tout un tas de choses. Et puis toutes ces cérémonies, en fait, il y avait du monde, beaucoup de Péruviens qui étaient là, qui venaient en soins. Et petit à petit,
Mao me laissait la place pour le faire, et puis les plantes me poussaient à le faire aussi, mais j'avais des chants qui venaient, il fallait que je les chante pour ces gens. Alors je chantais, et puis voilà, il se passait ce qui devait se passer, et puis des fois il fallait que j'aille souffler. Bref, les cérémonies m'ont appris tout un tas d'outils de travail avec les plantes, mais pas que, de travail énergétique. Et ce qui a été génial, c'est qu'à aucun moment, ou dans très peu de moments, on m'a appris des choses culturelles. Et les plantes m'ont appris des choses culturelles. Ça a été toujours sur une approche universelle. Ce qui était mon souhait et ma démarche. Mais voilà, il y a beaucoup de magie noire au Pérou. La magie de toutes les sortes est pratiquée au quotidien. Voilà, ton voisin te fait une crasse, tu vas voir quelqu'un qui va lui envoyer une saloperie. C'est tout le temps comme ça. C'est la vie, quoi. Ça fait partie du quotidien. Et moi, on ne m'a jamais enseigné ça, on ne m'a jamais montré à travailler sur des choses culturelles. On m'a toujours enseigné des choses vraiment universelles. Voilà, les mains, le son, les plantes et d'autres choses. Bref, suite à ça, je suis rentré en France. Non, je suis parti au Canada. En fait, les autochtones d'Amérique du Nord étaient, depuis mes 3 semaines en refuge, j'avais monté mon tambour en fait, et puis un jour, je joue du tambour chamanique, puis je joue, puis je me retrouve dans un tipi. Alors, j'ouvre les yeux à l'intérieur et j'étais dans un tipi, et là ça me surprend parce que j'ai jamais été gamin dans toute mon adolescence, j'ai jamais eu de proximité avec les autochtones d'Amérique du Nord, j'ai jamais été émerveillé, tout ça. Et là je me retrouve dans un tipi, je baisse la tête, j'avais une veste avec des franges et tout ça, j'étais en train de jouer du tambour dans un tipi. Ok, on continue, on verra. Mais depuis ce jour-là, donc c'était avant que je parte, les autochtones revenaient de plus en plus. Et ils revenaient de plus en plus fort, et notamment dans les cérémonies où parfois ils se présentaient à moi, puis ils me disaient, plusieurs fois je les ai vus comme ça, genre toute une famille, les bras croisés, on t'attend. Ouais. C'est cool, mais voilà, ils revenaient, puis je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait, puis le soir de Noël, en fait, j'ai fait une méditation et j'ai entendu un mot que j'avais jamais entendu auparavant, je ne savais pas ce que ça signifiait. J'étais dans un hôtel, donc je me suis dit, on va demander à Google. J'ai tapé ce mot dans Google et j'ai recherché et voir dans les différents dialectes ce que ça signifiait, puis c'était un mot qui signifiait tortue. Alors, un peu naïvement, je me suis dit, je vais aller voir quelle communauté d'Amérique du Nord utilise le plus l'esprit de la tortue, travaille le plus en collaboration avec la tortue. Mes recherches me mènent à Wendake, au Québec. Bon, ok, c'est là que je vais, quoi. Voilà, je vais ici. Après, avec le temps, j'ai compris d'autres choses, c'est que la tortue, c'est l'esprit principal